Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. CAN Cameroun 2021, après la phase des poules, c'est l'étape des huitièmes de finale qui a débuté dimanche dernier. Déjà, 4 pays ont obtenu leur ticket pour les quarts de finale. Les Aigles du Mali jouent demain en huitième de finale contre le Zalang national de la Guinée équatoriale. Quel est le regard des spécialistes sur cette équipe malienne? A-t-elle des chances pour franchir cette étape des huitièmes de finale où elle s'était arrêtée en 2019. Quelle appréciation des spécialistes de cette compétition CAN Cameroun 2021? Nos invités sont Bakary Cissé Baxi, chroniqueur sportif, Ibrahima Zi Koulibaly de la Fédération malienne de football et Idrissa Nyono, chroniqueur sportif également à Radio Rempart. Je suis Sekou Gadjigo pour modérer ce grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Grand Dialogue. Chers invités, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, j'aimerais poser cette question à vous trois. Quelle est votre appréciation de cette 33e édition de la CAN Cameroun 2021? Bakary Cissé. Merci Guédego et merci à nos auditeurs. Je pense que cette Coupe d'Afrique des Nations, la 33e édition, c'est devenu une édition spéciale parce que déjà, avant le début de la compétition, tous les spécialistes et tous les grands pronostiqueurs avaient pronostiqué sur certaines formations. Mais malheureusement, donc, certaines formations comme l'Algérie, l'équipe championne en titre, le Ghana, puis des grandes équipes là, qui sont tombées depuis les phases de poule. Et au huitième de finale également, nous avons vu également certaines grandes équipes également qui ont pris la porte. Ça veut dire que c'est une compétition indécise et jusque-là, on ne sait pas encore qui est favori, qui n'est pas favori. Mais sur le plan organisationnel, quel est le bilan qu'on peut tirer à mi-parcours déjà sur le plan organisationnel, étant à Bamako ici, donc on ne peut pas vraiment beaucoup parler de l'organisation. Quand même, ce que nous voyons également, c'est le jeu sur le terrain, donc c'est ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, par rapport à certaines déclarations des entraîneurs que nous avons eu par-ci, par-là, donc on peut dire qu'il y a eu des couacs. Maintenant, par rapport à l'état des pelouses également, donc je pense que ça laisse à désirer, parce qu'il y a certaines pelouses là qui ressemblent également à des champs de patates, rien à dire. Donc je pense que réellement, en ce qui concerne les infrastructures, surtout les pelouses, le Cameroun n'était pas prêt. Alors, Ibrahima Zi Koulibaly, vous êtes de la Fédération malienne de football. C'est vrai que vous ne faites pas partie de la délégation qui a fait le déplacement, mais vous devez être en contact avec ceux qui sont sur place là-bas. Après cette phase de poule, quel est le bilan qu'on peut tirer de cette première étape de la CAN? Bon, un bilan acceptable dans la mesure où il y a quand même de bon football. Nous sommes en train d'assister à des belles rencontres, des rencontres qui sont vraiment très bien disputées, ça il faut le dire. Et également... des rencontres pauvres en but quand même. Il y a pas oui, pauvres en but, ça se comprend parce qu'il faut comprendre que toutes les équipes se sont préparées. Et aussi, il faut comprendre aussi qu'avec la situation pandémique, les équipes n'ont pas eu assez d'adversaires dans la préparation. Toutes les équipes se sont préparées entre elles, entre les joueurs eux-mêmes. Donc, ce qui rend difficile souvent parce que le mécanisme n'y est pas. Et vous avez compris que c'est à partir de la deuxième journée des éliminatoires qu'on a commencé à assister à des rencontres avec plus de buts. Et maintenant, les huitièmes de finale, c'est une autre phase, la phase à éliminatoire direct. Donc là aussi, c'est basé sur des tactiques. Les matchs sont vraiment calculés par les techniciens parce qu'aucun d'eux ne veut perdre la rencontre. Donc ça, c'est une réalité. Et deuxième réalité qui fait que c'est un bilan acceptable, c'est que au jour d'aujourd'hui, malgré la situation pandémique, nous avons vu l'envie
bien sûr, de chaque formation, de chaque pays qui est présent à cette CAN-là, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et chaque joueur fournit l'effort qu'il peut, vraiment pour donner satisfaction, bien sûr, à ses coéquipiers et à son staff et bien sûr à ses supporters et au pays. Donc ça, c'est un point de satisfaction. Maintenant, il faut reconnaître que pour cette première phase, il y a aussi des couacs. Des couacs parce que nous avons vu déjà des déclarations des entraîneurs qui trouvent que au niveau de la restauration, il y a des choses qui se passent qui dépassent le commentaire. Par exemple, des joueurs, quand ils mangent certains repas, ils sont intoxiqués, alors que la CAF donne un standard de régime à toutes les équipes participantes, à moins que si une équipe écrit à l'avance à la CAF pour dire, bon, nous-mêmes, nous allons nous prendre en charge. Donc, la CAF décline toute responsabilité. Donc, on a vu ces cas-là. Il y a eu de quoi qu'aussi, Baxi l'a dit, par rapport à la pelouse. Or, le plus important, ce n'est pas les gradins, ce n'est pas les vestiaires. Le plus important pour la FIFA, pour l'international boire, c'est la pelouse. C'est la pelouse parce que c'est la pelouse qui permet qu'on puisse voir de beau football. C'est la pelouse quand elle est en mauvais état. Et les joueurs peuvent avoir des blessures. Donc la FIFA fait tout pour protéger les joueurs à travers, bien sûr, l'organisation des matchs sur de bonnes pelouses. D'accord. Drissa Niolo, vous suivez également cette CAN Cameroun 2021. Est-ce que vous partagez les remarques faites par Bakary Cissé et Ibrahim Aziz Koulibaly, ou bien si vous avez d'autres remarques à ajouter? Exactement, parce que cette édition de la CAN, et je crois qu'elle va être considérée comme l'une des CAN les plus mal organisées, si je peux me permettre ce terme, parce qu'il faut reconnaître qu'avant le début de la compétition, on craignait énormément les choses concernant d'abord sur le plan organisationnel, et quand vous regardez l'état de pelouse également, avec le drame qui s'est passé hier, je pense que ça va être, cette édition va être considérée comme l'une des plus mauvaises CAN organisées par un pays, parce que l'écart il est tellement grand quand vous le comparez à l'édition 2019. Maintenant, au-delà de ça, comme Zi vient de le rappeler tout de suite, il y a des entraîneurs qui ont décrié également les conditions d'hébergement, surtout quand vous prenez l'exemple de la Gambie, par le biais de son entraîneur Tom Sankis qui a déclaré qu'ils ne sont pas respectés. Il y a le Malawi également, l'entraîneur Malawi qui a également exprimé donc, sa frustration concernant l'hébergement. Au-delà de ça, voilà, sur le plan sportif, on peut dire que comme le football n'est pas une science exacte, on a quand même assisté à de très belles rencontres également avec des rencontres avec énormément de surprises où les Comores qui battent le Ghana, la Guinée équatoriale également qui fait tomber le champion en titre qui n'avait pas perdu depuis plus de 30 matchs. Voilà, quand même, on a assisté parfois sur le terrain de très belles rencontres, à de très bons matchs. Voilà, mais à la fin, il y a ce drame qui m'attriste aujourd'hui, alors que la compétition n'est même pas encore terminée. Voilà, au-delà de tout, je peux dire quand même, sur le plan sportif, on a quand même assisté à de très belles rencontres. D'accord, sur le plan sportif, de très belles rencontres, mais il y a des entraîneurs également qui dénoncent le fait que certaines rencontres ont été jouées à 13h, où il fait excessivement chaud pour certaines équipes. Bakary Cissé Baxi, est-ce que vous pensez que c'est des remarques qu'il faudra prendre en compte aussi pour les prochaines éditions? Donc moi je pense parce que tous les jeunes
là qui arrivent à ce niveau-là, ils viennent de l'Europe d'une manière générale, et avec le changement de température, le changement de climat, c'est ça. Maintenant, jouer à 40 degrés, 38 degrés, donc là, ça demande vraiment beaucoup d'énergie, des débauches d'énergie. Voilà, donc ça fatigue les gens. Maintenant, même si vous avez vu, l'Algérie, pour un premier temps, il a échoué. À cause de ça, non seulement la pelouse n'était pas adaptée, il y avait également la chaleur. Voilà, donc, mais on ne comprend pas. Il y a même des entraîneurs qui sont pleins en disant qu'ils ne comprennent pas pourquoi ce sont des équipes qui sont ciblées, qui jouent seulement à 14h, alors que d'autres là ne jouent pas à 14h. Ils ne comprennent pas. Donc tout ça, c'est dans les cadres organisationnels là, qui posent un peu problème par rapport à ça. Mais moi, je pense que tout ça également, ce n'est pas des excuses pour les uns et les autres, dans la mesure où tout le monde joue dans les mêmes conditions. Voilà, si je joue 14h contre toi, donc je joue dans les mêmes conditions que toi. C'est bien ça. Donc l'Algérie ne veut pas dire, par exemple, je joue contre la Guinée équatoriale, quand même, ils sont noirs, ils sont habitués à ça. Non, c'est dans les mêmes conditions. Donc en Europe, ce sont les aléas climatiques également. Les gens jouent souvent sous les 20 degrés, les 15 degrés, d'autres jouent sous les 9 degrés. C'est ça. Mais d'une manière générale, moi, je pense que quand même, c'est même une compétition exceptionnelle, parce que c'est la dernière minute que l'Afrique a pu voir gain de cause pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'avec les problèmes donc, de coronavirus, avec qu'on appelle le problème de joueurs européens qui devraient venir, la FIFA n'était pas favorable par rapport à ça. Maintenant, il a fallu maintenant un lobbying énorme sur le plan continental, avec également la personne du président de la Fédération camerounaise de football et tout, qui a pesé de tout son poids sur la balance pour que cette cas se tienne. De raison pour laquelle il y a à peu près par rapport à l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je voudrais qu'on parle de l'équipe nationale du Mali à cette CAN maintenant. Après cette phase de poule, 3 rencontres disputées, est-ce que vous êtes rassuré par les prestations livrées par les Aigles? Oui, moi quand même, personnellement, moi j'ai dit que le Mali fait partie des favoris. Maintenant, au départ... Des favoris pour le titre? Oui, des favoris. Au départ, les gens n'ont pas vu le Mali venir. Voilà, donc alors que si on prend les rencontres antérieures du Mali, que ce soit aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit aux éliminatoires du Mondial, nous avons vu que c'est une équipe malienne très bien assise sur le plan défensif. Une équipe qui fait tout un tournoi, donc sans prendre un but. Donc en Afrique, c'est rare. Donc le Mali a donc cette potentialité, cette assise défensive, le milieu de terrain, donc c'est bon. Maintenant, le problème du Mali, seulement, moi je pense que c'est au niveau de la finition. Maintenant, on apporte le ballon, offensivement on est bien, mais arrivé au moment ultime, donc là on doit marquer, on ne marque pas. Voilà, donc là, c'est ça le problème. Sinon, sur le plan défensif, moi, je pense que le Mali, quand même, peut prendre n'importe quelle équipe, quelle formation au sein de ce truc-là. Maintenant, les matchs de poule, vous avez vu, contre la Tunisie, bon, vous avez vu, le Mali-Tunisie, c'est une vieille histoire. Hein. On a toujours battu la Tunisie. Voilà, donc là, c'était ça. Maintenant, le deuxième match contre la Gambie, vous avez vu, donc la Gambie, quand même, est une équipe surprenante. Rien à dire. Donc, ils ont montré vraiment qu'ils ont du talent, avec un entraîneur, en tout cas, qui est au top, qui a dit qu'il va venir. Ce n'est pas pour être éliminé au premier tour, mais pour aller de loin. Donc, il l'a montré. Donc, la suite, là, vous le connaissez déjà. Maintenant, avec la Mauritanie, déjà, donc, voilà. Donc, on avait l'opportunité également de marquer beaucoup de buts là-bas. Mais, en tout cas, l'offensive, qu'on appelle, les attaquants ont toujours mis encore. Il fallait avoir un penalty pour marquer un deuxième but. Il fallait marquer un but propre. Là, c'était bien. Un deuxième but sur penalty. 4 buts marqués, 3 sur penalty. Donc, bon, pour nous, les spécialistes, ça se comprend. Parce qu'on peut gagner une Coupe d'Afrique en gagnant chaque fois 1-0 et à l'occasion d'un penalty. Donc là, c'est intéressant. Mais si vous regardez également le jeu du Mali, en voyant tout ce que les enfants font, mais qui ne peuvent pas marquer, donc c'est un peu inquiétant par rapport à tout ça. Parce que c'est les éliminatoires directs, il faut marquer. D'accord, on va demander aux membres de la fédération, Ibrahim Ouazi Koulibaly, si également c'est ce sentiment de confiance, d'assurance qu'il a après ces 3 premières rencontres disputées par les Aigles. Oui, bien sûr, nous au niveau de la fédération, bien vrai que je ne parle pas au nom du président de la fédération, au nom même de staff technique, nous sommes confiants pour tout ce qui a été développé d'abord autour de l'équipe. Et vous savez qu'on a bénéficié d'une formation en Arabie Saoudite. D'abord, c'était pour nous s'acclimater de la situation et aussi d'avoir des bonnes installations. Et
regarder effectivement l'effectif qui est à la disposition de l'entraîneur. Maintenant, c'est vrai, une équipe, il y a toujours des lacunes. On a des lacunes aussi que l'entraîneur a eu à déceler, que tous ceux qui tournent autour de l'équipe ont eu à déceler. Bon, les lacunes, bon, elles sont là. Il y a d'abord le problème de finition, ça a été déjà évoqué, mais au-delà, je comprends un peu, parce que je ne veux pas rentrer tout en profondeur, bien sûr, par rapport à ça, mais il faut qu'il y ait une certaine complémentarité entre les attaquants. On a compris que notre attaquant de pointe souvent manque de ballon, c'est-à-dire on ne le fournit pas comme il le faut, et ceux qui doivent le fournir ne lui donnent pas le ballon. On sent qu'il y a une certaine mésentente à ce niveau-là de l'observation offensive de l'équipe. Fait qu'il n'y a pas eu de matchs amicaux, non, ce n'est pas ça. Moi, je ne peux pas dire qu'il y a parce qu'il n'y a pas eu de match amical, mais le problème, peut-être, c'est un autre problème de fond à ce niveau-là, mais je ne saurais le dire parce que je ne suis pas présent, mais à travers ce que je vois et ce que j'ai fait, j'ai constaté. C'est un problème crucial, voilà. Parce que déjà, lorsque Ibrahima venait tout à l'heure, on a dit qu'on vient trouver un Messi, quand même il est comme Kanouté, chaque match il peut marquer un but, donc on ne le fournit pas, donc vous avez dit tout à l'heure. Maintenant, l'autre là, on l'appelle, les neuf là, qui... Adama. Non, qui n'a pas été appelé. Qui n'a pas été appelé. Oui, de Portugal là. Mariga. Voilà, Mariga. Mariga était dans la même situation. Voilà, était dans la même situation parce que les enfants, les milieux de terrain ne fournissaient pas Mariga. Ils ne donnaient pas les ballons à Mariga. Finalement, Mariga, quand même, dans son club, est le meilleur buteur là-bas. Chaque semaine, il marque des buts au nom de son club, mais une fois appelé à l'équipe nationale, il est incapable donc de marquer un but. Donc, en ce moment, on a compris qu'il n'y a pas de complicité entre le milieu de terrain. Voilà, donc, entre le milieu de terrain et les neufs. Je disais tout simplement qu'il faut qu'il y ait une complémentarité entre la bastion en fait, offensive et bien sûr le milieu de terrain, ce qui est très important dans un match de football. Et aussi, il faut que Makasuba parvienne à faire une bonne utilisation rationnelle de son effectif. Nous avons vu dans 2 rencontres ou 3 milieux de terrain qui jouent le même rôle, souvent qui se marchent dessus. Et ça, c'est pas du tout bon. Sinon, dans l'ensemble, nous avons vu une équipe quand même aguerrie, habituée à des compétitions de haut niveau, qui quand même fonctionne comme il le faut. Mais à part ces quelques lacunes-là, je pense qu'on peut aller très loin. Drissa Niolo, quel est votre regard sur cette équipe malienne après la phase de poule? Bon, c'est un bilan, je dirais, satisfaisant parce que, voilà, l'équipe était attendue. Elle a terminé première de sa poule. Maintenant, comme Baxi et Djibouti l'ont évoqué, je pense que déjà, il y a un problème de lucidité, surtout, et d'altruisme qui manque un peu le secteur offensif parce que, quand vous regardez également la façon dont les ailiers également sont utilisés, c'est pour essayer en rentrant sur les phases d'1 contre 1 qu'ils essaient eux-mêmes de prendre les responsabilités. Alors que s'ils avaient inversé les rôles, peut-être que ça aurait permis, comme ils seront sur les bons pieds, de mettre des centres pour l'attaquant Ibrahima Koné. Et malheureusement, c'est ce qu'on ne voit pas. Maintenant, moi, mon inquiétude également, c'est par rapport à l'acte défensif. C'est vrai qu'on n'a pas encaissé de but lors des éliminatoires. C'est vrai également qu'il fallait assurer, mais ce n'est pas son rôle. C'est pourquoi, lors des rencontres précédentes, vous avez vu quand l'adversaire a essayé d'attaquer l'espace derrière son dos, en essayant de trouver son attaquant, on a eu des problèmes où il a eu ce manque de lecture de balle qui lui avait posé quelques problèmes lors des rencontres précédentes. Sinon, je pense également, comme Zil a évoqué, que notre parcours également va dépendre de l'utilisation faite
de l'effectif par le sélectionneur Marasouba. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui qui ont eu leur première entrée lors de la troisième rencontre, on a vu qu'en rentrant, ils ont apporté également de l'intensité au niveau du milieu de terrain, ce qui avait manqué lors des deux précédents matchs où il y avait Yves qui portait assez le ballon, Diadji Samassou également qui voulait se porter comme meneur du jeu, et également Lassana Samassou comme lors du premier match contre la Tunisie. Mais on a vu lors du second match, Mohamed Marasouba a quand même corrigé en jouant avec le 11 qui avait terminé contre la Tunisie. D'accord, cela est bien compris. Drissa, on peut faire quand même une bonne canne si le coach parvient à bien utiliser son effectif. Au-delà de ça, moi, mon inquiétude, comme je l'ai dit toujours, est là au niveau de l'axe central où Falaï sera confronté à des attaquants purs qui ont aussi un niveau élevé plus que les attaquants qu'il avait affrontés lors des précédents matchs. D'accord. Bakary Cissé, en tout cas, au niveau des supporters des amateurs du football à Bamako et même à l'intérieur du pays, certains pensent qu'au regard du niveau des équipes qu'on a croisées dans la phase de poule, l'équipe malienne n'a pas rassuré. Pour beaucoup de supporters qu'on a interrogés par son jeu, et certains pensent que voilà, c'est des équipes relativement faibles oui, qui devaient être à la portée de nos aigles, mais malheureusement ils trouvent que c'est pas un jeu rassurant que les aigles ont démontré. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Comme il a dit en football, là, c'est comme disait un grand entraîneur ghanéen qui était Bamako ici, Abdrazak. Il dit que le football, là, c'est but. Voilà. Tout le reste, là, c'est commentaire. Après les matchs, on va demander qui a gagné, même si le Mali joue très mal. L'essentiel, c'est la victoire. Voilà. Et puis, à l'issue de la rencontre, dès que le Mali a gagné, c'est l'essentiel. Alors maintenant, si le Mali va bien jouer, on va prendre les ballons, on va l'avaler, on va la faire sortir, et puis à la fin, on est battu, on dit quoi? Le Mali est éliminé. C'est ça. Maintenant, ceux qui aiment le bon football, moi, je pense qu'ils ont raison de dire qu'on n'a pas vu vraiment un grand match sur les pieds de nos enfants. C'est une réalité. Ce sont nos enfants qui ont de la qualité. Ils jouent pratiquement beaucoup de jeux-là. Ils jouent également dans des grands clubs aujourd'hui. C'est une fierté pour nous. Maintenant, on les attendait en tout cas à un autre niveau, mais comme ils ne perdent pas, donc ils sont en train de gagner tout le temps. Donc là, nous, en tant que spécialistes, notre rôle, c'est quoi? C'est accompagner notre équipe à gagner. Donc la façon de jouer, c'est autre chose. Vous avez vu, le Cameroun a joué hier. Donc est-ce que le Cameroun a produit un bon jeu? Non. Au fini, c'est le Cameroun qui a gagné. Voilà, toutes les équipes, donc il y a beaucoup de... même dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a les équipes d'ailleurs qui ne jouent pas bien, qui gagnent souvent la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. C'est bien ça. Mais aujourd'hui, on fait des remarques. Par exemple, quand on parle de manque de complicité ou bien des milieux qui ne parviennent pas à trouver des attaquants, nous avons cette équipe-là, en tout cas, la majeure partie est là depuis 2019. Magasouba même est là depuis, voilà... 4 ou 5 ans maintenant. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui on ne parvient pas à avoir cet automatisme entre les différentes sections de l'équipe? Non, là, ça c'est un problème en tout cas, ça c'est un problème. Mais il faut remarquer également qu'il n'y a pas 5 ans, 6 ans que Marasouba c'est même joueur. Hein. Ce sont des cadets, ce sont des juniors qui ont grandi, hein, qui ont joué dans toutes les grandes compétitions. Mais l'ossature. Voilà, l'ossature aujourd'hui. Non, le problème, il n'a même pas d'ossature. Son problème c'est ça, on ne sait même pas aujourd'hui. Donc la dernière fois, quand même, lors des dernières Coupes d'Afrique des Nations, tous les Maliens, quand même, qui jouent le football, peuvent vous donner tout de suite les 11 titres, les 11 rentrants du Mali. Mais aujourd'hui, on ne peut pas les faire. On ne peut pas les faire. Parce que tous les joueurs ont la même valeur. Donc c'est l'entraîneur maintenant qui décide de quel match j'utilise quel joueur. Par rapport donc au match, donc il utilise également ces joueurs-là. Mais il faut reconnaître que souvent les joueurs sont mal utilisés. C'est une réalité. Donc raison pour laquelle on n'a pas ces beaux football-là. Maintenant, il y a Ignono qui a dit tout à l'heure, c'est une réalité. Donc le football moderne là, c'est sur les latéraux. Maintenant, il y a les latéraux. Nous, les latéraux ne partent pas. Donc, comment on appelle, nos ailiers qui sont là-bas, donc ils ferment toujours, ne parlent pas. Et regarde, le Mali a fait les 3 matchs. On n'a pas eu de centre.
Des centres efficaces, évidemment, on n'a pas eu de centre. Maintenant, pour au moins pouvoir rejoindre notre numéro 9, Ibrahima, qui est fort également des têtes, mais on ne lui donne pas le ballon. Maintenant, moi, je pense aujourd'hui que, honnêtement, les auditeurs, les Maliens doivent savoir que le football, ce n'est pas seulement de beau football. Ce n'est pas le Barça, ce n'est pas mais c'est l'équipe nationale qui doit gagner. L'objectif, c'est gagner, mettre le ballon dans les filets, point. Si on parvient à gagner, c'est l'essentiel. Voilà. Donc le Mali gagne, le Mali continue. Le Mali gagne, le Mali continue. Mais on va faire du bon football, on va dire que Djamouté l'a bien joué, lui il a bien joué, finalement le Mali a perdu. D'accord. L'essentiel c'est la victoire. Voilà, moi je ne suis pas de cet avis. Surtout à ce second tour où c'est un match à élimination. Donc là aussi, Ibrahim Koulibaly, est-ce qu'aujourd'hui nous avons déjà commencé les huitièmes de finale, le Mali joue demain. Comment les Aigles doivent aborder ce huitième de finale? C'est une autre phase de la compétition qui commence. Mais bien sûr, une phase très importante de la compétition. Et si vous vous rappelez, en 2019, nous avons été éliminés à ce stade-là. Et l'objectif, bien sûr, je ne voulais pas prononcer le nom, par la Côte d'Ivoire, bien sûr. Et l'objectif est quand même d'aller très loin dans cette CAN-là. Moi, je ne partage pas l'avis pratiquement de ce qui a été dit par les supporters. Parce que le problème, c'est quoi? Il faut comprendre qu'un match de football a sa réalité. Chaque match à sa réalité. Et les réalités diffèrent d'un match à un autre. Donc, le volume de jeu produit par les Aigles lors du premier match et le volume de jeu par les Aigles lors du deuxième match, ce n'est pas la même chose. Parce que ça dépend des adversaires et la manière de jouer des adversaires. Donc ça, c'est très important. C'est relativement facile, ça ne doit pas être plus facile. Ouais, non, un match de football aussi n'est pas facile. Ça, il faut le dire. Parce que non, les Maliens, nous, on voit seulement, on a une certaine idée sur nos joueurs. On dit, voilà, on a des joueurs de qualité, on a des joueurs de qualité. Mais il faut mettre en tête que l'adversaire aussi a beaucoup de qualités. Et l'adversaire aussi cherche à te contenir. Malgré tes pléthores de joueurs qui ont des qualités, qui jouent dans des clubs, qui sont titulaires, etc. Donc, moi, je trouve que malgré les lacunes, que les Aigles ont produit un bon football, il faut le comprendre. Il n'y a pas, comme on le dit, ce n'étaient pas des robots arrêtés devant eux. C'était aussi des joueurs qui combattaient, qui voulaient aussi gagner. Il faut comprendre ça. Donc, l'important aujourd'hui pour nous, c'est de jouer et gagner. De jouer et gagner. Nous voulons de belles prestations, certes, mais nous voulons la victoire. Le final, c'est la victoire. D'accord. Idrissa Nyono, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que Magasuba et ses poulains relèvent leur niveau de jeu à ce huitième de finale? Exactement. Maintenant, moi, j'aimerais un peu revenir un peu en arrière parce que pour un peu comprendre ce que les supporters ont dit, il faut reconnaître que c'est une très bonne remarque également parce qu'à chaque fois où on a été confronté à des équipes qui ont un effectif assez élevé, on a été buté ou on a fait soit un match nul ou on a été battu. C'est pourquoi, quand vous regardez les grandes nations qu'on a affrontées par le passé, c'est vrai, le Sénégal n'a pas encore remporté de CAN, mais les dernières rencontres où on s'était affronté, c'était à Dakar et les Sénégalais avaient remporté 2-1 et quand Sadio Mané est rentré sur le terrain. Et contre l'Algérie, on a vu qu'on a dominé, mais dans notre moment faible, la gestion de notre temps faible a été fatale pour nous et sur une demi-occasion, Riyad Mahrez est parvenu à marquer et gagner. On a joué contre la Tunisie et par le passé avant le dernier match et c'est vrai, on était en infériorité numérique, mais on a perdu. Mais je pense qu'après, Magasuba a su vraiment corriger les erreurs commises lors de ces 3 matchs amicaux contre l'Algérie, la République démocratique du Congo et la Tunisie. Et on a vu le résultat lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ça veut dire que l'équipe évolue. Et cette année, contre la Tunisie, c'est vrai, Sakni était absent, mais on a vu également que c'est l'équipe du Mali qui a dominé le match, même si à la fin, on terminait la rencontre en infériorité numérique pour essayer de garder le victoire. Ça, c'était normal. Donc, j'ai vu également, lors de ce match, le coach changer de tactique et revenir à un rideau défensif de 4-4-1 pour essayer de maintenir son score. Et avant l'égalisation de Wabi Kadri sur le pénalty également, il avait apporté des milieux de terrain pour essayer de se défendre. Je pense que c'était des
des changements tactiques où on ne voyait pas assez sur l'entraîneur. Mais je pense que depuis lors, il a évolué. Et notre match également va dépendre de cette gestion qu'il va faire de l'équipe, de l'adversaire. Parce qu'on a remarqué également que lors de nos temps faibles, si l'adversaire a plus de ballons que nous à un moment donné, et nous retombons dans nos péchés pour laisser pour avoir des problèmes défensifs et on encaisse des buts, et soit sur des coups de pied arrêtés à la fin ou soit sur penalty. Donc je pense qu'on a évolué et notre gestion, la gestion du match de demain va dépendre de ça également. Et je pense moi-même aujourd'hui, avec les 3 premières rencontres qu'il a effectuées, à mon avis, l'équipe type qui va perdre contre les équipes équatoriennes, il faut également vraiment respecter et, à mon avis, à un niveau un peu plus élevé que la Mauritanie. D'accord. Bakary Cissé Baxi, le Zalang national de Guinée équatoriale qui quand même a fait de bonnes prestations depuis le début de la CAN. L'équipe est parvenue à mettre en difficulté certaines grandes nations comme l'Algérie, qu'elle a même battue. Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali on peut s'attendre à ce que les Aigles du Mali remportent cette rencontre de façon facile? Bon, non, moi je ne dirais pas de façon facile. En tant que Malien aujourd'hui, c'est mon cœur qui va parler. Parce que je veux vraiment que le Mali gagne. C'est une réalité. Mais en essayant de voir les matchs produits par les 2 adversaires, moi je pense que ça serait un match compliqué pour le Mali. Compliqué pour le Mali. Quelle pourrait être la clé de ce match? Donc la clé de ce match-là, c'est ça. Donc là, il faut que l'entraîneur essaie de voir les bastions offensives là, donc apporter des aménagements là-bas pour qu'au moins on puisse se joindre. On peut se joindre pour se donner le ballon. Mais attention, cette équipe-là, ce n'est pas une mauvaise équipe, hein, l'équipe du Zalanga. Là, un petit secret, moi je te dis, moi j'ai payé mon billet. J'ai dû aller voir le match de demain. J'ai dit attention, je vais attendre demain. Demain, donc c'est le Mali gagne. Le jeudi, donc je suis à Yaoundé pour la Coupe d'Afrique. Alors c'est pour dire que donc, je ne suis pas rassuré à 100% de cette rencontre-là. Dans la mesure où en 1994, j'étais encore en Tunisie, à la phase finale du Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali s'est qualifié pour les demi-finales. C'était contre la Zambie, une équipe décimée par un accident d'avion. Les Kenettes, les trucs restaient. Tous les Mali disaient voilà, le Mali va remporter ça facile contre la Zambie. Les Mali passent. Mais la Zambie nous a mis 4. C'est ça, voici des mauvais souvenirs. Ouais, mais l'histoire est qu'on a voulu préparer la finale avant. Voilà, aujourd'hui les Maliens préparent le Mali-Sénégal avant ce match Mali-Guinée équatoriale. Là, c'est très très dangereux. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, on doit faire beaucoup attention par rapport à cette rencontre-là. Non, je pense que, je vais directement, je pense que Baxi, au niveau du staff technique, ce n'est pas le cas. Et tout le monde est conscient, et que ce soit les joueurs, que ce soit le staff technique, que ce soit la délégation officielle qui est avec l'équipe, on est conscient de l'enjeu de cette rencontre-là contre la Guinée équatoriale et je pense que les jeunes gens sont concentrés, ça il faut le dire. Marassouva l'a dit dans sa conférence de presse ce matin vers midi, il a dit qu'il va tout mettre en œuvre en tout cas pour passer ce stade-là et que l'équipe est dans la concentration totale, ils sont conscients de l'enjeu et du rôle que les uns et les autres ont. Ouais. Pour revenir à... Oui, mais rapidement, on va revenir à l'organisation parce qu'il y a 2 questions qu'on nous a demandé de vous poser, surtout par rapport au test Covid. Nous avons vu que pour le cas des Comores, hier, il y a au moins, en tout cas, plusieurs joueurs qui n'ont pas pu jouer ce match, même s'il y a certains dont les tests avaient été négatifs. Mais selon un règlement, on ne sait pas d'où vient ce règlement-là. Il faut 5 jours de confinement encore, alors que ça n'a pas été le cas pour la Tunisie. Est-ce que vous, en tant que membre de la fédération, est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? Qu'est-ce qui a fait cela? Non, au fait, la CAF, pour chaque compétition, pour chaque phase finale, bon, moi je ne saurais le dire. Pour chaque phase finale, il y a le règlement de la phase finale qui est envoyé à tous les pays participants, d'ailleurs même à toutes les fédérations, même celles qui ne participent pas à la compétition. C'est pour que chacun puisse
avoir les règlements à sa disposition. Maintenant, quand on a décidé d'organiser, malgré la situation pandémique, la CAF a fait un nouveau règlement et a imputé à toutes les associations membres pour dire que on va jouer la CAN, et ils ont augmenté de 23 à 28 le nombre de joueurs sélectionnés. C'est la CAF qui prend en charge. Ils ont dit également que pour qu'il n'y ait pas d'autres problèmes, chaque pays va jouer. Donc, malgré, on peut quand même tester 10 joueurs, 15 joueurs, mais on ne peut pas tester l'ensemble de la délégation positif. Donc, si l'ensemble de la délégation est testé positif, ça veut dire que l'équipe perd automatiquement le match. La CAF a pris toutes les dispositions. Le règlement est clair, ça a été envoyé à l'avance. Donc, ce qui est arrivé, maintenant, ce qui peut poser problème, qui peut faire un peu de couac, ça, c'est comment les tests sont faits et les résultats. Est-ce que les résultats ne sont pas truqués? Là, point d'interrogation. Je ne saurais dire, je ne suis pas un spécialiste. Mais ce qui est important, c'est que chaque pays a le règlement et c'est le règlement qu'on est en train d'appliquer. Si tu as 11 joueurs testés négatifs, le football, c'est 11 joueurs. Même s'il n'y a pas de gardien, comme ça a été le cas d'hier avec les Comoriens, donc tu joues. C'est un joueur de champ qui devient gardien. Est-ce que l'équipe malienne a pris toutes les dispositions pour se mettre à l'abri de ces cas, de ces imprévus de la Covid? Nous avons vu des sélections comme le Maroc qui a fait déplacer une grosse armada, qui a fait même déplacer des médecins pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui l'équipe malienne a pris des dispositions par rapport à ça? Vous savez, nous travaillons avec les moyens qu'on a. Et je pense que nous avons pris des dispositions en fonction de nos moyens. Aujourd'hui, nous avons un staff médical très engagé, dont le premier responsable est même un officier Covid de la CAF, donc qui a travaillé sur ça pendant un certain nombre de temps. Donc moi, je pense que nous sommes avertis. Si vous voyez réellement, regarde, du début jusqu'à maintenant, aucun joueur malien n'est testé positif. Aucun membre du staff technique n'est testé positif. Et même la délégation, les délégués fédéraux et tout, aucun d'entre eux n'est testé positif. Donc moi, je pense que pour le match de demain, on aura tout notre effectif contre la Guinée équatoriale. D'accord. Driss Agnono, nous n'avons plus que 7 minutes. On va parler maintenant du mondial, les barrages pour les qualificatifs pour le mondial Qatar 2022. Le Mali a hérité de la Tunisie. Une double confrontation qui va se dérouler en mars prochain. Est-ce que vous pensez que c'est un tirage clément pour les nôtres? Bon, un tirage clément, je pense que c'est le jour du match qui va déterminer ça. Maintenant, si vous me permettez, pour revenir un peu et donner l'information concernant les tests Covid-19, oui. C'est que la CAF avait d'abord, dans son premier règlement, évoqué 48 heures avant le match que le résultat des tests Covid-19 soit connu. Et ensuite, si un joueur est testé négatif, il pouvait automatiquement rejoindre l'effectif pour jouer. Et c'est ce que Wabi Kazri avait bénéficié. Mais entre-temps, avant-hier, la CAF a changé les règlements de la compétition pour envoyer un courrier à chaque fédération à 17h temps universel pour dire que finalement, si vous êtes testé positif, vous avez d'abord 5 jours de confinement, même si vous êtes testé négatif après, et vous ne pouvez pas jouer. Je pense que c'est cette dérogation que les Comoriens n'ont pas bénéficié. C'est pourquoi ils ont joué hier sans leur gardien de but. Maintenant, concernant le tirage cette fois-ci, je pense que la qualification doit dépendre de la fin de compétition des deux formations. Au niveau de la Tunisie, il faut reconnaître qu'il y a énormément d'incertitudes parce que même le sélectionneur qui est là-bas, Moder Kebaïr, on n'est pas sûr qu'il soit là-bas lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Parce que l'équipe de la Tunisie, elle est en train de chercher un nouveau souffle. C'est vrai, il y a une génération qui était là-bas amenée par les Wabi Kazri et les Youssef Sakni. Hier, c'est vrai, lors du match contre la Tunisie, Sakni n'était pas là-bas. Il y avait d'autres également qui étaient testés positifs au Covid-19. Et ils sont revenus cette fois-ci. Et je pense, comme je l'ai évoqué tantôt, le jour du match va dépendre de la façon dont la compétition, cette édition de la CAN va terminer au niveau des deux formations. Par ailleurs, je peux dire que, quand même, il ne faut pas dire que c'est un tirage clément
il faut se préparer et vraiment préparer à ce que le stade soit homologué et par les instances de la CAF avant les jours de D'accord. Bakary Cissé Baksi, partagez-vous l'avis de Drissa Ndiono? Est-ce que, malgré qu'on ait battu la Tunisie à la CAN, est-ce qu'il faut se dire que ce sera un match différent Oui, ce sera un match différent. Même le nom change. Hein. Donc là, on est à la Coupe d'Afrique des Nations, mais cette fois-ci, on est à la Coupe du Monde. Oui, mais il n'y aura que 3 mois ou 2 mois au maximum. Le mois de mars. Donc c'est un mois seulement, c'est février, donc voilà, ça commence le 24 mars. Non, moi je dis que c'est une Coupe du Monde de football. La Tunisie est mondialiste, c'est une réalité. Aller à une Coupe du Monde, la Tunisie sait de quoi il s'agit, effectivement. Maintenant, les matchs que la Tunisie a produits la dernière fois contre cette formation du Nigeria, donc on a vu vraiment que cette Tunisie n'était pas morte. C'est ça. Donc moi je pense que c'est un match, ça va se jouer à Bamako ici. Donc il faut que le Mali donne l'essentiel ici. Est-ce que ça va se jouer? C'est vrai que le ministre a donné l'assurance que le stade sera prêt avant cette rencontre. Oui, je pense que le match va se jouer. Donc c'est là, moi je dis tout simplement que le match va se jouer ici au Mali. C'est-à-dire quoi? Au match aller. Si c'est au Maroc, dans tous les cas, si le Mali reçoit, donc c'est là le Mali doit jouer le match. Maintenant le match retour en Tunisie, donc là ça sera compliqué. Raison pour laquelle moi j'ai dit que pour ce match-là, on ne peut pas dire que c'est un cadeau et c'est clément. Non. Donc toutes les équipes ont leur chance pour avoir cette qualification-là. Le Mali peut se qualifier comme donc, pour y parvenir, pour décrocher la victoire, pour bien négocier la première manche. Voilà, cette qualification donc, se joue à domicile. D'accord. Voilà, donc il n'y a rien à dire. D'accord. Ibrahima Koulibaly, vous pouvez nous donner plus d'assurance encore, en plus de ce que le ministre a dit, que le stade du 26 mars sera prêt pour ce match? Bon, j'allais certainement attendre que ce soit le président qui certainement va vous donner la bonne nouvelle. Mais ce qui est sûr, nous avons invité la FIFA à venir inspecter encore. L'inspection a eu lieu le jeudi passé et nous avons espoir, en tout cas, compte tenu des consignes, des remarques faites par l'inspecteur, nous avons espoir que le match aller du barrage va se jouer ici à Bamako. En tout cas, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour que cela soit. Et au-delà, et par rapport à cette équipe tunisienne, la confrontation par rapport au match de barrage, je pense que nous avons notre mot à dire. Et cette fois-ci, je trouve que l'année 2022, c'est l'année du Mali. Alors comment vous allez préparer cette rencontre? Est-ce qu'il y a des matchs amicaux ou bien matchs amicaux? Pour le moment, nous sommes concentrés sur la CAN. Donc c'est après la CAN, parce qu'il n'y a qu'un mois à peu près, un mois 45 jours à peu près, qui nous séparent entre la fin de la CAN et cette première rencontre. Donc nous sommes en train de voir avec le staff technique où est-ce qu'on peut se préparer, avoir au moins un ou deux matchs, mais ça va dépendre du calendrier FIFA aussi, parce que vous savez que la CAN, là, ça a été beaucoup de trucs avec les clubs européens qui ont même déposé une plainte auprès de la FIFA par rapport à ça. Donc, est-ce qu'ils vont accepter de donner encore les joueurs si ce n'est pas la date FIFA? Donc, c'est là aussi un peu de problème. Mais néanmoins, nous sommes là-dessus. La fédération est en train de voir de son côté avec quel pays on peut quand même avoir un ou deux matchs amicaux. Drissa Ndiono, on parle beaucoup de la jeunesse de notre sélection qui serait un atout. La Coupe du Monde, c'est une autre compétition. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que cette jeunesse-là reste un atout ou bien ça pourrait nous compliquer la tâche? Non, je pense que, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises, je pense que la jeunesse de notre équipe, elles sont atout. Maintenant, je pense également que les joueurs également sont conscients et ils se disent entre eux qu'ils ont aussi aujourd'hui l'opportunité d'écrire leur propre histoire. Et je pense que c'est là-bas où, et s'ils se rendent compte réellement de ce qu'ils peuvent avoir comme renommée à travers ce match, je pense qu'ils peuvent le gérer et vraiment exprimer leur talent et donner cette victoire ou cette qualification, je vais dire, au peuple malien. Maintenant, comme l'a dit, moi,
Ce que j'espère, c'est que l'inspection dont je viens d'évoquer tout de suite, et à l'issue de leur conclusion, qu'ils acceptent à ce que le match soit joué à Bamako. Et je pense que ce match aller à Bamako qui va déterminer de la qualification également. Et je pense que l'effectif qu'on a aujourd'hui, M. Gadigo, je vous assure que cette équipe, et si vraiment on parvient à bien l'entretenir, et je pense qu'on peut avoir énormément de choses avec cette génération. D'accord. Et c'est sur ce que prend fin ce grand dialogue qui parlait de sport aujourd'hui, précisément de football. Nous parlions des Aigles du Mali qui vont disputer leur 8e de finale demain contre le Zalang national de Guinée équatoriale. Nous avons aussi abordé la double confrontation qui s'annonce au mois de mars prochain. Le Mali qui sera opposé à la Tunisie pour les qualificatifs au Mondial Qatar 2022. Il y avait sur ce plateau Bakary Cissé Baxi, chroniqueur sportif à Radio Clédou. Ibrahima Koulibaly, il est membre de la Fédération malienne de football. Et Driss Agnono, il était au téléphone, il est également chroniqueur sportif à Radio Rempart. À la régie vidéo, c'était Mamadou Ouattara. La mise en onde a été assurée par Adjaratou Traoré. Sekou Gadjigo a présenté ce grand dialogue. Merci à toutes et à tous et à la prochaine pour un autre numéro. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.